Donc, donc, mettons en relief sur le sujet de notre discussion, de notre entretien. Donc, c'est mon collègue, projet spatiaux, l'enseignant de français à l'Université d'Haïti, qui va me poser des questions. Alors, je suis prêt à lui répondre. Ok, allez-y. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une personne que j'admire toujours pour son accent de la langue française. Originaire de l'Inde, M. Arya Mukherjee a un accent formidable en langue française. Je vous présente M. Arya Mukherjee. Bienvenue à French with Basu. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous, pour me présenter, c'est Arya Mukherjee. Donc, effectivement, moi, je suis originaire de l'Inde. Actuellement, moi, je travaille à une école internationale américaine qui se trouve à Dehradun. Et pour indiquer mes diplômes scolaires universitaires, moi, je suis détenteur d'un bachelier de licence de l'université de Bardwan. C'est spécialisé en lettres, civilisation et l'histoire de la littérature française. Et après avoir passé 3 ans, je me suis inscrit à l'université de IFL. C'est l'une des meilleures universités publiques qui se trouve au sud de l'Inde, à Hyderabad. Et là, j'ai diplômé, c'est-à-dire spécialement au domaine de la littérature francophone. Donc, j'ai obtenu un master, c'est-à-dire une maîtrise en littérature francophone de l'université de IFL en 2014. Et après, je suis parti au Canada pour faire mes recherches approfondies en littérature québécoise. Là, j'ai passé 2 ans. Et après avoir terminé mes recherches, particulièrement en littérature québécoise, parce que c'est mon domaine spécifique, c'est mon domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est mon domaine de spécialisation en fait. Et je suis retourné en Inde et puis j'ai entamé à travailler à l'école, à l'université. Donc j'ai déjà travaillé à l'université de Amity, Amity University en anglais, qui est très populaire. C'est l'une des meilleures universités privées dont le campus principal se trouve à New Delhi, à Noida. Et moi, j'étais à l'université Amity. Sa succursale se trouve à Raipur. Et là, j'ai passé plus de 2 ans. En fait, et j'avais la responsabilité de former les élèves en diverses disciplines, que ce soit la gestion, la technologie, l'ingénierie. Donc, cela bien sûr, à fortifier mes compétences, quoi qu'il se soit au niveau de l'université, quoi qu'il se soit les élèves qui veulent apprendre français, donc contacter une troisième langue, une langue qui n'est pas parlée, ou bien une langue qui est plutôt n'est pas très connue à l'ambiance. Mais c'était vraiment un grand challenge, un grand défi, mais quand même j'ai surmonté toutes les difficultés. Après avoir terminé à 12 ans, j'ai terminé mon boulot, j'ai démissionné mon boulot et puis j'ai commencé à travailler à une école internationale des jeunes filles qui s'appelle Mission World School, se trouve à Uttarakhand. Et là, j'ai aussi passé en fait plus de 2 ans. Et donc dans le cadre académique, dans le cadre professionnel, moi j'étais responsable d'enseigner aux élèves de IDCSI, donc de Cambridge, et aussi les élèves qui suivaient le cursus scolaire indien, c'est ICSI. Donc j'avais la responsabilité d'enseigner aux élèves des deux. Donc
donc les élèves, celles qui suivaient IGCSE Cambridge, et aussi celles qui suivaient le cursus scolaire indien national, c'est-à-dire ICSE. Et donc, puis après avoir terminé 2 ans, et puis j'ai beaucoup donc gagné au niveau de l'expérience professionnelle. Donc, enseigner aux enfants, c'est-à-dire plutôt quand vous travaillez à l'école internationale, l'école secondaire, c'est-à-dire peut-être le collège, au niveau du collège, et puis au niveau du lycée. Et puis quand vous travaillez à l'université, donc université en tant qu'enseignant, l'assistant de prof, plutôt assistant professeur, qu'on dit ici en Inde, oui, il y a une différence qu'on ne peut jamais donc comparer très fructueusement, parce que c'est plutôt enseigner aux élèves et puis de l'université, et puis enseigner aux élèves de l'école. Et puis bien sûr, c'est le problème qui arrive, ça arrive que en Inde, généralement, on traite que le français comme une langue étrangère, c'est une troisième langue, quoi qu'il se soit à l'université ou donc quoi qu'il se soit donc à l'école. Donc c'est la différence que vous enseignez aux étudiants, c'est-à-dire vous enseignez aux adultes et vous enseignez aux adolescents. Et c'est tout à fait différent. Il faut que vous soyez patient. Et puis bien sûr, c'est ce que j'ai bien entendu lors de mon enseignement aux élèves, donc aux étudiants de l'université à Haïti, pas tout le monde était intéressé par l'apprentissage du français langue étrangère. Comment les faire motiver? C'était vraiment un gros défi. Et d'autre part, à l'école, c'est ce que j'ai bien entendu, parce que tout le monde est presque enthousiaste de savoir une langue donc qui est parlée plus souvent donc en Europe. Non seulement en France, mais aussi dans les pays francophones comme de l'Afrique et donc au nord de l'Amérique, c'est au Canada. Et aussi, ils veulent apprendre parce qu'elles veulent apprendre, les élèves, les masculins, féminins, elles veulent apprendre, car l'intention est toujours là de gagner de bonnes notes. Bien sûr, c'est l'examen est important, il faut que les élèves préparent bien pour qu'ils passent l'examen sans aucune obstruction, fluidement. Et puis, bien sûr, à la fin, il faut qu'elles portent de bonnes notes. Bien sûr, c'est important. Sinon, c'est quoi l'importance de faire l'apprentissage d'une langue qui est ciblée, c'est-à-dire quoi que ce soit espagnol ou français? Mais à Métis, c'était tout à fait différent parce que, bien sûr, c'est l'université qui est autonome. C'est l'université qui fournit le diplôme. Alors, soit vous êtes intéressé ou pas, c'est pas le cas. Vous êtes obligé de passer l'entretien, vous êtes obligé de passer l'examen. Et à la fin, oui, vous n'avez aucun droit de faire échouer un élève parce que c'est quelque chose au niveau de leur réputation. Parce que dans le cas de l'école, c'est entièrement différent. C'est à votre main. C'est la main de cursus scolaire Cambridge ou ICSE qui va prendre une décision si cet élève est capable de réussir ou bien si cet élève est capable de garder de bonnes notes. C'est pas votre main, c'est vous qui êtes plutôt donc, comment dirais-je, en anglais on dit facilitator, c'est vous qui êtes plutôt le formateur ou la formatrice langagière. Donc, qui généralement un formateur ou une formatrice qui donne le soutien aux élèves d'une façon, quoi que ce soit académique, d'une façon technique, et pas plus que ça. Mais c'est toujours, c'est à l'élève de faire. C'est pas tout à fait la responsabilité d'un professeur de langue étrangère. C'est ce que j'ai bien entendu. Maintenant, je travaille à une école internationale américaine. Donc, ce qui est différent, ce qui est la différence, c'est ce que j'ai bien constaté, c'est que notre école est tout à fait fondée
sur le cursus scolaire américain, donc ici on suit religieusement le baccalauréat international et mes élèves, bien sûr, c'était pas une exception, donc quand je travaillais à l'école à Houston World School, il y avait des élèves de plusieurs pays, par exemple du Vietnam, du Thaïlande, même si j'ai rencontré une étudiante, une élève qui était venue de la Belgique. Ici aussi, heureusement, j'ai eu une étudiante, parce que c'est pour les deux, c'est une école mixte. Une école mixte. En anglais, c'est Quake. C'est une école mixte. Et là, c'était tout à fait école des jeunes filles. Bien sûr, c'était compliqué pour quelqu'un, pour un enseignant, pour un employé, c'est de bien assimiler la structure académique, ou bien la structure administrative, de bien s'adapter au système administratif ou éducatif. Comme vous êtes un enseignant, il faut que vous soyez toujours sur le campus. Vous n'avez aucun droit de sortir. C'est pas une différence ici. Ce qui est la différence, c'est que c'est une école mixte. En fait, il y a des étudiants, des étudiantes, les deux qui étudient, et tout le monde est très attentif, et tout le monde très optimiste de l'apprentissage du français langue étrangère. C'est que le premier cas, c'est qu'il doit passer l'examen de CBSC ou l'examen final de IB, baccalauréat international. Ça, c'est une obligation. Donc, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention, en tout cas, parce qu'il n'a pas le choix. Il ne faut pas, comment dirais-je, pas détourner de ce point. Alors, et puis, ce qui est très heureux, c'est la raison pour laquelle je suis très content, c'est que j'ai eu plus de trois étudiants qui sont venus des pays francophones. C'est-à-dire, et je vais te rencontrer le profil de l'une de mes étudiantes, donc qui a déjà vécu plus de 5 ans à Saint-Louis, en France. Et elle est francophone. Et elle a déjà vécu 5 ans en France, qu'elle est francophone. Elle parle français bien, donc elle a une très bonne compétence. Compétence lettrée, compétence orale, et puis, comment dirais-je, donc compétence écrite, compétence orale, et puis elle se débrouille très bien, donc concerne la production orale, la production écrite. Donc les 4 compétences. Donc compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, elle se débrouille très bien. Et il y a des élèves aussi qui ne sont pas tellement intelligents, mais c'est-à-dire ils font leur mieux. C'est-à-dire ils essaient de faire leur mieux. C'est-à-dire au moins ils écoutent attentivement, ils essayent de comprendre ce que leur prof vous expliquer. Mais c'était pas du tout la même situation que j'avais à Houston World School. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup. Et donc, dernier problème que j'ai bien constaté, c'est que l'enseignement virtuel, c'est-à-dire enseigner le français à distance. Donc, l'enseignement français, donc la classe virtuelle n'est pas du tout, comment dirais-je, ce n'est pas du tout un complément comme une substitution d'une classe présentielle. C'est ce qu'on fait toujours dans la salle de classe. Ça, dans aucun sens, ça ne peut jamais être semblable. Donc, l'acte de l'enseignement à distance, l'acte de l'enseignement virtuel. Et bien sûr, ce que j'ai bien entendu, ce que j'ai bien compris en fait, et j'ai pris la connaissance, il y a des élèves qui sont
excellents, qui sont, dire, enduits pour la langue, qui apprend rapide par rapport aux autres. Donc, de n'importe quelle manière, pour quelqu'un qui se soit, vous enseignez dans la salle de classe, vous enseignez par l'intermédiaire de votre ordinateur portable, c'est une façon à distance. Ces types d'étudiants ou des étudiants, ils sont toujours prêts d'arracher votre objectif de l'apprentissage ou bien les leçons que vous avez préparées pour enseigner aux élèves dans le premier cours. Ce n'est pas du tout une difficulté, ce n'est pas du tout une obstruction. Vous n'avez jamais, comment dirais-je, vous n'avez jamais perturbé par ce type d'étudiants. Donc, c'est dit, il n'y a aucune possibilité d'être perturbé d'enseigner ou par ces types d'étudiants. C'est toujours plutôt une inspiration et puis on motive quand même. L'enseignement, c'est non seulement pour expliquer ou bien pour décrire la grammaire ou une leçon, quoi que ce soit, une leçon littéraire ou une leçon, c'est plutôt qui est tenu des actualités ou qui sont tenus plutôt des journaux ou des bandes dessinées, quoi que ce soit. Mais votre première importance, c'est que vous devrez transmettre votre connaissance à vos élèves. Comment? Première importance, il faut que vous soyez très très compétent, il faut que vous soyez toujours courant de ce qui se passe autour de vous. Et après, il va falloir les mettre en cas de l'enseignement de la langue, quoi que ce soit l'espagnol ou l'allemand. Par exemple, je voudrais bien indiquer un incident qui s'est déjà passé, qui s'est déjà déroulé en France, c'était déjà peut-être 3 jours. Un enseignant de collège Conflans, je ne me rappelle pas comment s'appelle le collège. Donc, il a exprimé plusieurs fois, donc il a montré plusieurs fois la caricature de Mohamed. Et puis, c'est lui qui a demandé les élèves de détourner. S'ils ne veulent pas de sortir de la classe, ils ne veulent pas voir Mohamed, la caricature de Mohamed comme un exemple de liberté d'expression. Mais malheureusement, cela a vraiment gêné un élève qui était présent lors de son enseignement, de dire c'était un enseignant de l'histoire et de géographie. Donc, celui qui expliquait aux élèves liberté d'expression, comment ça se fonctionne, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et puis, quand il retournait à la maison, cet élève qui a pris un gros couteau et puis décapité. Décapité cet enseignant qui s'appelle Samuel Party. Alors, c'est pas la première fois ce type d'événement malheureux qui s'est déroulé en France. C'était plus de 7 fois ce type d'attentat terroriste a eu lieu en France. Et puis, alors, comment vous allez mettre ce type d'événement en enseignement de français langue étrangère? Ce qui est très important. Il faut, par exemple, vous voulez enseigner, vous voulez faire apprendre vos élèves le temps. Par exemple, le temps du passé. Le temps du passé, par exemple, on utilise plus que parfait, imparfait. Le temps du passé, par exemple, le passé composé ou plus que parfait ou imparfait. Donc, exactement, c'est quoi la différence entre le présent et plus que parfait, le présent et imparfait? Bien sûr, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs circonstances où on emploie tel type de temps comme plus que parfait ou passé composé ou imparfait. Quand nous rencontrons généralement une histoire
qui, qui se déroulait déjà au passé d'une façon très rapide, d'une façon continuelle, d'une façon fréquente. Dans ce cas, on utilise plutôt, c'est plutôt une habitude quand j'étais petit. J'allais souvent, j'allais souvent au restaurant et puis manger quelque chose. C'était une habitude de passer, donc qui s'est déroulée d'une façon très fréquente. Et puis, vous pourrez généralement leur montrer un exemple d'une revue ou bien peut-être d'un journal comme Figaro ou bien Le Monde, et puis ou bien il y a plein de possibilités donc de recueillir les informations, les renseignements, les actualités. Par exemple, TV5 Monde ou bien RFI, Radio France Internationale. De cette façon, certainement, peut-être oui, ça peut être trop difficile dans le premier cours pour les élèves qui apprennent, mais petit à petit, moi je suis certain que les élèves vont s'adapter, les élèves vont acquérir. C'est ce que vous allez leur expliquer. C'est pas du tout une difficulté parce que de nos jours, presque tout le monde a l'accès donc à l'internet ou bien à quoi qu'il ce soit, email, parce que tout le monde se sert de ce type de donc comment dirais-je, technologie. Alors c'est pas difficile, c'est pas comme nous étions à l'école. Peut-être quand nous étions à l'école, je me souviens très bien, je n'avais ni laptop, ni tablette, ni portable. Alors, c'était vraiment, te dire, un état plutôt qui peut être comparé, qui peut être défini comme l'état de confinement. Peut-être on était très déconnecté donc, tout ce qui peut se passer autour de nous. Et puis seulement c'était nous lisons donc à la maison les journaux, mais jamais nous avions l'occasion de parler à quelqu'un sur Skype ou bien de rédiger un mail à quelqu'un. Jamais j'ai eu cette occasion, même si quand j'étais à l'université, j'ai pas eu une chance d'explorer la technologie. C'était après avoir obtenu ma licence, c'est mon papa qui m'a donné le laptop comme un cadeau. Et maintenant, regardez la différence. Parce que c'est très rare de voir un étudiant qui n'a pas de laptop, qui n'a pas de smartphone, qui n'a pas de tablette. Voilà, nous demeurons actuellement à l'âge technologique. Parce que toutes les choses, ce qu'on fait, c'est par l'intermédiaire de WhatsApp, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Alors, sans technologie, on ne peut faire rien. On peut faire, bien sûr, il n'y aura pas de réussite du l'enseignement aussi. Les élèves reviendront au campus à partir du 1er novembre. Mais ce qui est ce qui serait trop difficile est un grand challenge, un grand défi, c'est que vous devrez enseigner aux élèves à la fois d'une façon virtuelle et d'une façon potentielle. Donc, c'est-à-dire vous enseignez aux élèves. Il y a des élèves qui reviendront, bien sûr. Il y a des élèves qui ne peuvent pas, qui ne pourraient pas revenir au campus parce qu'ils demeurent en Thaïlande ou en Belgique parce qu'il n'y a pas de vol international. Les vols internationaux ne sont pas encore ouverts, les frontières n'est pas encore ouvertes. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Et bien sûr, ils devront assister au cours à distance, assister du cours à distance. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Les élèves qui reviendront. Donc, il faut que vous gérez la classe à la fois virtuelle, à la fois présentielle. Donc, ça, c'est un gros défi parce
Parce que c'est nous qui sont, comment dire, c'est nous qui sommes toujours, comment dire, apprenants. Il y a aucun enseignant, d'après moi. Si quelqu'un qui me pose comment enseigner le français, moi je ne suis pas enseignant, je suis toujours apprenant, parce qu'on apprend chaque jour. Parce que l'apprentissage change. La connaissance, on a besoin de connaissances au fur et à mesure. On a besoin de connaissances. Donc, dans chaque étape de notre vie. Et il faut que vous appreniez, vous enrichissiez. Sinon, vous perdrez votre compétence de l'enseignement. Bien sûr, monsieur. Que ce soit à l'école ou à l'université. Oui. Je suis un admirateur de votre accent. Comment pratiquer le français pour acquérir un bon niveau en français? De quelle manière un débutant ou une débutante doit étudier et pratiquer le français? Ok, j'ai bien entendu, donc j'ai bien tenu votre question. Oui, mais je voudrais vous indiquer la vérité, c'est que l'accent n'a rien à faire avec les compétences linguistiques. J'ai vu plusieurs étudiantes qui sont qui ont très bon niveau à l'écrit, mais il ne faut pas très bien exprimer. C'est quoi la raison? Bien sûr, c'est ce que je pense. On doit concentrer sur les deux, l'exercice oral et l'exercice écrit à la fois. On ne peut pas séparer, comment dirais-je, d'une partie à l'autre, parce que on doit organiser une méthode de l'enseignement où les élèves peuvent avoir une conception, pour avoir une expérience, comment ça se passe à l'écrit en français, et puis comment ça se passe à l'oral, de quelle façon les présentateurs, les animateurs parlent à la radio, à la télévision. Il faut leur montrer, il faut leur faire écouter. Donc, sinon, peut-être, oui, au premier coup, ça soit trop difficile parce que il y a plusieurs variétés de la prononciation de français, langue étrangère. Ça varie d'une région à l'autre. Donc, mettons un exemple de la région, donc, comment dirais-je, l'État de Maharashtra et l'État de Bengale occidental ou l'État de Uttarakhand. Bien sûr, on a une différente langue qu'on considère, donc c'est en considérant que c'est une langue administrative, une langue officielle, et puis c'est en considérant une langue officielle, langue administrative, mais pas du tout, c'est pas pareil. Parce qu'en Bengale occidental, nous parlons bengali, et puis à Maharashtra, on parle plutôt marathi. Bien sûr, il y aura l'influence sur le français, langue étrangère. Parce que c'est pas votre première langue, c'est pas la langue que vous apprenez, ou bien c'est pas la langue que vous avez tenue dès votre enfance. Il y aura une difficulté de pouvoir adapter parfaitement bien, pouvoir maîtriser la langue. De quelle façon vous pouvez faire ça? Moi, je donnerai une solution. C'est que plus vous écoutez la radio, plus vous écoutez les chansons, et plus vous allez enrichir, vous allez perfectionner votre langue à l'oral et à l'écrit aussi, parce qu'il y a certainement la différence des expressions idiomatiques entre par exemple, les gens qui parlent français comme troisième langue et les gens qui parlent français comme première langue, c'est-à-dire langue maternelle. Bien sûr, par exemple, une personne parle en français en France, ou bien à Lyon, ou bien à Saint-Louis, ou Marseille, ça ne peut jamais sembler vu. Donc, celui d'un étudiant de français en Inde, ou bien même si, comment dirais-je, d'un enseignant de français en Inde. Oui, bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, c'est mon prof, et aussi une très bon prof de notre université de Paul.
c'est quoi pourquoi c'est pourquoi ça, on peut différencier entre au niveau de l'accent, tel que les Français font et puis tel que les Indiens font. Bien sûr, parce que quand vous écoutez, oui, voilà, c'est quoi le témoignage? Voilà, bien sûr, le témoignage, c'est que l'enregistrement, l'enregistrement de radio, l'enregistrement sonore de radio, et puis si vous enregistrez une émission à la radio, et puis vous allez entendre de quelle façon l'animateur ou les animateurs parlent, présentent un événement ou bien une actualité, pourrait certainement différencier. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on parle dans la salle de classe en Inde ou bien dans la salle? Est-ce que de cette façon, les professeurs indiens nous expliquent ou s'il y a une différence ou pas, ou bien s'il n'y a pas beaucoup de différence? Et pour vous témoigner aussi, je voudrais raconter, c'est mon directeur de recherche, s'appelle Monsieur Moïse Champman, Punjabi. Sa première langue est certainement Punjabi. C'est pas français ni anglais, c'est sa première langue. Et sa première langue. Ni français ni anglais, c'est sa première langue. Il parle français, il parle Punjabi comme première langue et il s'est marié avec une Bengali. Sa femme est une Bengali. Bien sûr, c'est pas trop c'est pas trop évident que peut-être votre femme est française ou bien votre femme est bengali et donc c'est-à-dire cela vous donnera une occasion, cela vous facilitera ou cela vous rendra facile de pouvoir maîtriser la langue bengali. Non, si vous avez envie de l'apprendre, dans ce cas, ça marche. Sinon, c'est-à-dire, ça ne cause aucune différence. J'ai rencontré plusieurs personnes qui vivent en France depuis 8 ans ou depuis 10 ans, mais pas un seul mot, il peut parler en français. Il communique en anglais ou en hindi. Comment? Bien sûr, c'est pas donc le français ne les intéresse pas. Donc, ne leur intéresse pas. Voilà. Donc, si que vous posez une question à quelqu'un, pourquoi vous ne pouvez pas parler français comme vous êtes déjà en France depuis peut-être vous avez déjà passé plus de 8 ans en France. C'est quoi la raison de ne pas pouvoir parler en français? C'est la raison, c'est que cette personne n'a aucun intérêt. Le français ne l'intéresse pas. N'intéresse pas, c'est ça. Et puis, mon prof, c'est ce que je voulais dire. Mon prof parle français en tant qu'un journaliste. C'est quoi la raison? Celui qui est diplômé de l'université de GNU, il a fait son bachelier, c'est-à-dire sa licence. Et après, il était parti aux États-Unis pour faire son doctorat en littérature francophone de l'université de Cornell. C'est une université américaine et anglaise. Mais bien sûr, il a eu l'occasion de fréquenter avec des Français et puis il écoute toujours la radio française internationale en mettant l'écouteur et puis vérifier parce que quand vous écoutez la radio, il y a quelques mots que vous ne pourrez pas bien saisir. C'est certain, parce qu'il passe trop rapide. Mais voilà, cela va augmenter votre habitude. Donc, vous allez être habitué à ce type d'accent. De quelle manière il parle. C'est lui qui m'a conseillé d'écouter la radio autant que possible. Et puis, donc, comment dirais-je et puis, moi, j'ai fait ça. Et puis, moi, au début, c'était pas vraiment impressionnant. Mais petit à petit, puis j'ai commencé à parler que à l'université de IFL, généralement, ils prennent l'examen. L'examen organise en deux parties. Une partie, c'est que l'expression écrite et l'autre, l'expression orale. Que ce soit linguistique ou la littérature, il faut que vous passiez l'entretien avec un jury.
et vous allez exprimer. C'est ce que vous avez tenu d'un texte littéraire. Alors, il faut que vous soyez très, très actif, il faut que vous soyez positif, en fait. Il faut que vous soyez prêt pour que vous puissiez passer l'entretien d'une façon très agréable. Sinon, bien sûr, il y aura plusieurs déductions de notes. Il y aura, bien sûr, vous ne pourrez pas garder de bonnes notes, si vous ne pourrez pas, c'est-à-dire, si votre examen n'est pas impressionnant, donc si n'est pas très bien, ou bien si vous ne pouvez pas impressionner vous aurez lors d'un entretien. Et oui, donc premier coup, je ne dis pas que ce soit trop facile, mais ce qui est l'intérêt, donc ce qui est très important, c'est votre intérêt. Si vous n'avez pas l'intérêt, vous ne pourrez pas maîtriser une langue. Moi, moi, je me considère que je suis débutant parce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre la langue quand j'étais à l'école. Finalement, au Chandanaga, il y a l'occasion d'apprendre le français donc au niveau secondaire. Donc, par exemple, quand vous étiez au collège, vous avez l'occasion de choisir cette langue comme troisième. Donc, une langue comme troisième langue, français langue étrangère. Et puis, vous avez aussi continué le choix quand vous étiez au niveau au secondaire, au niveau lycée. C'est-à-dire donc 11 et 12, niveau 11 et 12. Et puis, bien sûr, vous avez continué le même quand vous étiez à l'école, à l'université de Messius. Et donc, vous aviez déjà eu un concept, vous avez déjà eu quelques mots en français, ou bien quelques parties de la langue, par exemple la grammaire, que ce soit le temps, passé composé, ou bien conditionnel, ou bien la poésie. Au moins, vous avez déjà eu une occasion d'apprendre comment lire le texte français. Mais moi, j'ai commencé à apprendre français avec un niveau 0. J'étais simplement débutant, et puis c'était trop difficile pour moi de pouvoir atteindre un niveau vraiment agréable, un niveau, comment dirais-je, qui vous permet de pouvoir communiquer avec une personne dont la langue maternelle est française. Bien sûr. Donc, de quelle manière vous pourrez atteindre à ce but que vous désirez? C'est ça, c'est votre intérêt. Vous êtes enthousiaste de faire quelque chose. Vous avez l'intérêt c'est-à-dire augmenter votre niveau de compétence. Alors, personne ne pourra vous empêcher si vous avez telle envie de faire quelque chose, vous aurez une telle envie de faire quelque chose. C'est ça, j'ai bien entendu, même si des fois je fais des erreurs, mais je me considère jamais que moi je suis, comment dirais-je, 50% comme parisien, ou bien sûr, moi je parle plutôt comme québécois, parce que les Québécois qui mélangent, il y a plutôt d'anglicisme, parce que j'ai déjà vécu 2 ans au Québec. Mais il y a plein de choses à faire. Il faut que je fasse donc un effort très fructueux, très très efficace pour atteindre le niveau donc qu'un citoyen de France, ou une citoyenne de France. Oui, il faut que je parcours donc plus de 10 ans de semaines, et puis après peut-être je pourrais accomplir, c'est ce que je veux faire. Mais en Inde, c'est difficile. C'est un grand challenge. Au Québec, on dit challenge. En France, c'est un gros défi. Mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible. Donc, selon le dictionnaire de Napoléon Bonaparte qui a dit ça. Qui a connoté. Voilà. Rien n'est impossible. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui devrez chercher d'un moyen, d'un truc, donc par laquelle vous pourrez atteindre votre but. C'est ça, c'est à vous de décider, parce que c'est vous qui devez travailler, mais c'est pas à la main toujours
d'un enseignant, d'une enseignante, d'une informateur, d'informatrice. Si les élèves sont très, très intéressés par l'apprentissage de français langue étrangère, c'est eux qui vont découvrir le moyen de l'apprentissage, parce que ça change d'un élève à l'autre, d'une élève à l'autre, parce que masculin, féminin, deux sont possibles concernant l'élève. Parce qu'on peut dire une élève ou un élève, d'un élève à l'autre. Parce que voilà, j'offre l'apprentissage en français, par exemple. Aujourd'hui, je vais leur expliquer un chapitre qui est intitulé La vie publique de France, ou bien la vie politique de France, ou bien la bibliothèque, ou bien plaisir de lire. Il y a plusieurs chapitres qui existent selon le manuel Entre Jeunes 1 et Entre Jeunes 2 que nous enseignons au niveau des CVSC. Parce qu'ici, nous avons CVSC, IB, les deux, le baccalauréat international et CVSC les deux. Et puis, ça varie, parce qu'il y a des élèves qui sont beaucoup plus intelligents que les autres, qui arrachent. C'est ce que j'enseigne dans le premier cours. Il y a des autres qui n'en arrachent pas. En même temps, c'est ce que je veux faire. Je devrais simplifier, je devrais réexpliquer. C'est ce qu'il veut dire dans le chapitre qui est intitulé Le plaisir de lire. S'il y a donc conditionnel, l'exemple sera tout à fait différent entre un étudiant qui est moins capable qu'un étudiant qui est beaucoup plus habile, qui apprend très vite toutes les choses. Bien sûr, c'est à vous de décider, c'est à vous de gérer la fiche pédagogique. La fiche pédagogique, il n'y a aucune fiche pédagogique qui est appropriée. C'est à vous de décider, ça dépend en fonction des besoins des élèves. Bien sûr, la fiche pédagogique varie toujours en fonction des besoins des élèves. La même fiche pédagogique ne peut être jamais employée pour les élèves, par exemple, pour un autre élève. Vous employez une fiche pédagogique, ça peut être tout à fait différent donc l'une à l'autre, pour que vous enseignez aux élèves d'une façon très fluide. C'est ça, c'était parce que ce que j'explique, il n'y a pas vraiment une explication que vous pourrez trouver dans un manuel ou bien sur Wikipédia. Ce type d'informations que j'ai obtenu au fil du temps de ma carrière professionnelle. C'est ça. Et puis, c'est quoi En ce moment, vous êtes associé aux étudiants au niveau de l'école. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'apprendre une langue étrangère à un âge autant jeune? Oui, une bonne question. Ça, c'est quelque chose qui est lié à la raison scientifique. Parce que généralement, les enfants, il faut que vous pensiez toujours que les enfants apprennent très vite une langue étrangère par rapport aux adultes. Bien sûr, parce que ce ne sont pas les enfants, ils sont adolescents, donc à l'âge de 15 ans ou 18 ans. Ils sont des adolescents. Et bien sûr, il faut que la méthode soit très attirante pour les élèves. Il faut que vous leur montrez des vidéos ou bien des audios. Et puis il y aura toujours l'explication de texte. Le texte soit accompagné par l'audio et vidéo. C'est très important. Et d'autre part, oui, bien sûr, pourquoi? Ça dépend. Vous enseignez à quelle école? Si vous enseignez à une école internationale, il y a généralement beaucoup d'intérêt d'apprendre une langue étrangère, une langue internationale, bien sûr, pas régionale, internationale, une langue qu'on parle en Europe, par exemple l'espagnol, allemand, et puis français, donc il faut jeter la Russie, parce qu'on n'apprend pas la Russie de nos jours.
Bien sûr. Pourquoi? Parce que ils sont généralement, ils appartiennent à une famille très riche. Ils ont déjà voyagé généralement la France ou les pays francophones. Ils ont déjà une idée. Donc, quoi que ce soit français, espagnol, comment se veut dire hello in French. En français, on dit que bonjour, salut. En espagnol, c'est buenos días, ¿qué tal? Comment estás? ¿Dónde está? Ils comprennent comment? Parce qu'ils ont déjà voyagé. Alors, le voyage, généralement, c'est un atout de l'apprentissage d'une langue étrangère. Moi, je parle hindi, moi, je sais même pas écrire la langue, mais moi, je parle très bien. Moi, je explique très bien l'hindi. Comment? Parce que mon entourage est tout à fait hindi. Donc, donc, les gens qui demandent dans mon entourage, qui parlent en hindi et Garwali. Les deux langues qui sont parlées plus souvent sur le campus ou l'école. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de pouvoir maîtriser la langue d'une façon orale. C'est plutôt l'oralité que l'expression écrite. Si quelqu'un qui me demande d'écrire un paragraphe ou bien une rédaction sur la situation politique présente de l'Inde, en hindi, je m'excuse, je pourrais faire ça, parce que je n'ai jamais maîtrisé. En bengali aussi, j'oublie, j'ai pas tellement la compétence que j'avais quand j'étais à l'école. Parce que mon école, donc, finalement, l'enseignement qui était fourni en bengali, la première langue. Mais ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Donc, j'ai émergé fortement en culture et la langue française. Et puis, pour moi, maintenant, je me sens que moi, je suis plus habile, plus efficace en français que les autres langues. Parce que c'est à cause de ma passion, de mon intérêt, bien sûr. Et comment dirais-je, à l'école internationale, il y a des élèves, ok monsieur, moi je voudrais apprendre le français. Pour laquelle raison tu veux apprendre? C'est quoi ton intérêt? C'est quoi ton but? Parce que moi je voudrais investir en France, je voudrais immigrer en France. Immigration au Canada, ou bien immigrer au Canada, ou bien pour pouvoir immigrer au Canada, ou aller en France pour y investir. Et ils ont déjà donc l'idée dans leur tête, ok, moi je voudrais devenir un entrepreneur ou une entrepreneuse. Pas du tout un employé ou une employée. Parce que, bien sûr, c'est leur famille qui leur influe. Parce qu'il appartient à une famille très riche, généralement. Tout le monde appartient à la famille très riche. Il n'y a pas de doute. Je n'hésite pas de vous dire ça. Mais, et après, l'intérêt de pouvoir parler français bien, de comprendre la langue qui est parlée en France, qui est parlée au Canada ou qui est généralement dans la province francophone. Pourquoi? Pour faire la fortune qui est beaucoup plus mieux que l'Inde. Bien sûr, parce que notre pays qui reste toujours en tiers-monde. C'est pas qui n'appartient pas au premier monde. Par exemple, c'est toujours l'Angleterre, la France, ou aux États-Unis, ou bien au Canada. On utilise la monnaie dollar, c'est beaucoup plus fort par rapport à notre monnaie, c'est l'OPI. Et bien sûr, il y a plusieurs possibilités de l'emploi, et donc il y a le système éducatif ou administratif, ou le secteur de la santé, donc tout est centaines fois mieux que nous avons ici en Inde. C'est la raison, parce que la différence, c'est que la différence de range, c'est le range qui est plutôt plus supérieur que l'Inde. C'est la raison, moi, je voudrais y aller à l'avenir. Généralement, ici, pourquoi apprendre le français? Donc, pourquoi nous devons apprendre le français? Bien sûr, si c'est la première importance, c'est pour le voyage, oui, bien sûr, si vous avez... Et la deuxième importance, c'est à cause du business, à cause de préparation des affaires. C'est international, bien sûr. Vous avez besoin d'avoir les compétences de plusieurs langues étrangères, que ce soit espagnol, français, allemand. Ça sera tout à fait naturel, puisque vous ne comprenez rien en langue qui est parlée parmi les gens locaux. Alors, comment vous allez propager vos affaires? Ça serait presque impossible.
ils ont déjà ce type de concept dans leur tête. Moi, je voudrais investir en France, mais cela me, comment dirais-je, ce qui est très surprenant, cela me paraît très, très surprenant. Si j'étais à leur place, moi, je pourrais jamais y penser. Parce que, bien sûr, c'est la différence sociale, la différence, bien sûr, familiale. Parce que moi, j'ai jamais vécu dans une famille très riche. Mon père, papa, qui travaillait au ferrocarril indien, donc ancien employé du chemin de fer de l'Inde. Et puis, c'est lui, bien sûr, il gagnait. Parce que nous, ce que nous inquiétons toujours de notre salaire, de nos rémunérations, et c'est eux qui sont les enfants des industriels, des entrepreneurs. Alors, voilà, bien sûr, il y a le changement de mentalité entre nous et eux, bien sûr, c'est possible. Parce que, non, pourquoi j'ai appris le français, si vous pouvez me poser la question? Bien sûr, moi, c'est ma première importance, c'était, comment dirais-je, donc gagner du bon salaire, gagner la vie, c'est comme ça. Que nous pensons généralement dans la famille bengali ou bien que nous pensons généralement à notre ambiance. C'est pas une exception parce que tout le monde pense ça. Mais imaginez si vous étiez dans la famille de Ambani, c'était un industriel très très riche, l'un des plus grands industriels en Inde. Bien sûr, vous aurez une mentalité différente parce que il n'y aura aucune perturbation pour immigrer en France, au Canada, parce que vous aviez l'argent. Si vous étiez dans la famille de Ambani, donc vous auriez l'argent. C'est certain, c'est plutôt une condition. Et moi, je te dis, je gagne du salaire, peut-être 58 000 mensuellement, mais c'est pas un gros montant si vous voulez étudier au Canada ou bien si vous voulez vivre en France. Ça n'a rien à dire parce qu'il y a une différence monétaire. Mais pour mes élèves, c'est pas une perturbation. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Parce que c'est la différence monétaire. La différence, le différent de branche sociale. C'est la différence de branche sociale. C'est ça, c'est bien entendu. Mais oui, bien sûr, on devra avoir un but. Pourquoi on va apprendre le français? Pourquoi il faut apprendre le français? Bien sûr, pour établir l'avenir ou bien pour bien faire l'avenir, pour faire la fortune, bien sûr, il y aura le but. C'est pas pour faire rien. Pour faire rien, on peut jamais faire quelque chose. Bien sûr, il y aura tout le monde a un but. Pour que je puisse travailler en France, pour que je puisse pour que je puisse immigrer au Canada, pour que je puisse commencer mes affaires au Maroc ou bien dans un pays francophone. Tout le monde a un but particulier. C'est pourquoi ils ont choisi le français. C'est pas une obligation, c'est pas tellement les étudiants de l'université de l'Amitié, parce que on a forcé les élèves à apprendre le français. Il n'y a pas de choix. Mais ici, c'est tout à fait au contraire. Il veut faire la fortune. Tout le monde veut faire une carrière, spécifiquement en langue étrangère. Peut-être un jour, une étude, c'était très, très impressionnant pour moi, une élève de 15 ans qui était venue vers moi et qui m'avait demandé de lui expliquer s'il y a des possibilités d'obtention, donc d'obtenir l'emploi au secteur académique après avoir diplômé de l'université, particulièrement en littérature française ou bien en français langue étrangère ou bien en linguistique. Donc, quel type de métier elles pourront chercher, quel type de travail elles pourront chercher. Donc, elles me posent toujours. Pourquoi? Parce que vous êtes fille
d'un industriel. Votre papa est un homme des affaires, vous avez de l'argent, pourquoi vous voulez devenir une enseignante, devient prof? Non, moi je ne veux jamais devenir un enseignant comme vous, moi je veux travailler à l'université. Moi je veux travailler à l'ambassade de France, je veux travailler à l'ambassade de Suisse, ou l'ambassade de Belgique, où il y a une importance. Parce que moi je pourrais explorer d'une façon plus ouverte que je ne pourrais pas faire ici, parce que vous êtes obligé de parler en anglais, mais si j'ai une occasion de travailler à l'ambassade de France ou bien à l'ambassade de Belgique, dans ce cas, ça serait tout à fait au contraire. Je devrais parler en français avec mon directeur ou ma directrice. Dans ce cas, bien sûr, je pourrais avoir une occasion de bien découvrir la culture, ou bien trouver le lien entre les cultures francophones et celles de mon pays, l'Inde. J'étais vraiment impressionné par elles, ils ont déjà pensé. D'une façon très très logique, avant de choisir le français comme une troisième langue, une langue qu'elle devra passer plus tard comme l'examen national. Donc, c'était vraiment impressionnant. Donc, bien sûr, votre but, ça change. Donc, au fur et à mesure, votre but, ça change. Avant, vous étiez peut-être à l'école internationale Mission World School, et là, j'ai trouvé très peu nombreux d'étudiantes qui étaient intéressés par l'apprentissage du français, parce qu'ils n'avaient pas, sauf les étudiants de Cambridge. Ils ont choisi Cambridge comme leur course scolaire. Et les autres qui suivaient ICSI, donc ils n'avaient pas de chance de passer, donc de choisir le français comme une langue, de passer à l'examen national. Il n'y avait aucune occasion de passer l'examen national en français. Donc c'est pourquoi c'était pas vraiment intéressant pour elle, c'était la raison. Mais ici, c'est au contraire parce que je vous ai déjà expliqué, chacun a un input spécifique, chacun a un désir particulier. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir un industriel ou un investisseur, ou une enseignante, c'est-à-dire un diplomate, plutôt un diplomate de l'ambassade de France. Donc, bien sûr, c'est l'intérêt qui vous fait motiver vers votre but que vous espérez de réaliser. Merci beaucoup, monsieur. J'espère de vous rencontrer sur notre chaîne bientôt. Want to get notifications of my new videos? No? Funny. Click subscribe. Yeah. Please. It's free.